Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Fox Panabas. Le Panabas est un couteau qui a été inspiré des couteaux traditionnels philippins qui s'appellent donc les Panabas, qui ont une grosse lame recourbée. Donc ici on est sur un modèle qui est inspiré des Panabas, qui est beaucoup plus petit, mais on a quand même 32 cm de longueur totale, une lame de 19 cm avec un tranchant de 16 cm, on a 6 mm d'épaisseur et une largeur au maximum de la lame qui fait 6 cm et au minimum 4 cm et demi, donc c'est quand même un couteau qui a un bon gabarit. Son manche est en fort prène et sa lame est enduite d'un revêtement noir Cerakote. Ce couteau, qui a une lame en acier inoxydable N690CO qui est fabriqué en Italie, pèse seul 357 grammes. Il fait 455 grammes avec son étui et 757 grammes avec la sacoche contenant un kit de survie. Le kit que j'ai avec le Panabas n'est pas le kit d'origine. Donc le kit d'origine c'est celui-ci. Et ici j'ai un kit de la marque BCB qui est disponible séparément à l'achat, qui offre un matériel plus performant que celui d'origine. Le Panabas est le cousin direct du Parang qu'on a déjà vu ensemble dans une vidéo, donc le Parang qui est sur le bas. Ils ont énormément de points en commun, le même acier et surtout exactement le même manche, les mêmes matériaux, la même forme, la même ergonomie. Du coup, il y a pas mal de détails que je n'aborderai pas avec le Panabas pour ne pas faire de redites pour les personnes qui auraient déjà vu la vidéo du Parang. Donc si toutefois vous avez besoin d'éléments complémentaires dans ma vidéo du Panabas et qui sont similaires sur celle du Parang, je vous invite à visionner ma vidéo du Parang, je vous mettrai un lien dans la description. Cette vidéo ne sera pas un comparatif sur les deux couteaux, mais on peut voir qu'ils sont assez similaires au niveau de la longueur. On a 357 grammes sur le Panabas, 344 sur le Parang. Autrement, on a exactement les mêmes matériaux, le même acier utilisé. Le revêtement est différent sur les deux. On a également le même manche, le même galbe, la même forme et les mêmes matériaux. On va avoir une différence de hauteur au niveau de la lame ici. Et le finger choil qui va être plus prononcé, plus creux sur le Panabas. La construction du couteau est identique, on a la même épaisseur de lame, à la différence près que le Panabas va rester épais jusqu'au bout, tandis qu'on a une sorte de faux contre-tranchant sur le Parang. Pour démarrer sur les tests avec ce couteau, je vais simplement m'en servir pour venir faire les tâches qui me permettront de démarrer un feu. Sur les coupes à la volée, je vais essayer de voir ce que ça peut donner pour débiter cette branche qui est morte et sèche au milieu des autres. Je ne vais pas être très bien placé, mais je devrais pouvoir passer à travers. Effectivement, je ne suis pas du tout bien placé, un petit peu difficile entre les deux arbres, mais on peut voir que le couteau fait bien son office. On a vraiment une bonne sensation de frappe grâce sûrement à sa largeur de lame au bout. Donc une bonne inertie. Le tranchant pénètre très bien dans le bois avec son émouture plate. Donc je pense que ça va être sans difficulté que je vais pouvoir terminer le travail ici. Je suis passé à travers ce morceau absolument sans difficulté. Donc le diamètre commence à être assez intéressant avec le bois qui est bien sec. Donc je vais venir enlever les petites branches ici, puis le redébiter. On va essayer sur du plus gros maintenant. On n'a vraiment aucun souci au niveau de la prise en main, on est vraiment très agréablement placé. Le manche a un bon grip,
Si besoin, on peut toujours placer la dragonne, mais pour ce genre de tâche, ça n'est pas la peine, avec les doigts qui tombent bien au niveau des encoches. On a un bon poids toujours sur le devant de la lame, ce qui est plutôt intéressant pour ce genre de travail. Évidemment, on va pouvoir faire ça sur un diamètre plus petit. Donc ça va nous éviter tout simplement d'avoir à sortir la scie ou un autre outil. On va tout pouvoir faire avec le couteau. Pour démarrer le feu avec cette base de bois, je vais venir refendre les sections. Donc le diamètre est vraiment raisonnable. Voir un petit peu ce que peut donner le couteau déjà là-dessus. Bien évidemment, sur ce genre de section, les 6 mm d'épaisseur viennent très facilement écarter le bois. On va pouvoir venir se constituer de tout petits morceaux vraiment très facilement. Pour ce genre de petite section, la forme du couteau ici sur le dos va être très intéressante puisqu'on va avoir ici un rebond, un creux qui va bien garder le bâton. Donc le bâton n'aura pas tendance à partir en avant, on va bien rester ici ancré. D'autant plus qu'on a des cannelures à cet endroit qui vont également aider à retenir la massue lorsqu'on va venir taper. Donc on va donner un petit coup au niveau des cannelures et ensuite on sent qu'on est vraiment bien placé dans cette courbe pour venir taper et les 6 mm du couteau vont faire le reste. Pour la pointe ici, on aurait tendance à glisser en avant, mais sur les petites sections, on va avoir aucune difficulté à avoir le poignet plus bas que la pointe, ce qui fait qu'elle va être finalement toujours bien axée pour finir le travail. Après avoir abattu une branche, l'avoir redébitée, puis bâtonnée en petites sections, on va se servir de ces morceaux pour venir faire des feather sticks, voir un petit peu ce que pourrait donner le couteau pour des tâches un peu plus fines. Ensuite on lancera un feu puis on reverra les tâches plus importantes par la suite. Pour le moment je me suis surtout servi du couteau en bout de manche ici pour avoir un maximum d'inertie. Là ça va être tout l'opposé, je vais venir me servir d'une finger choil qu'on voit ici pour venir caresser le bois pour mes feather sticks. Cette prise en main est vraiment très agréable pour faire un travail précis. Et on peut voir que le tranchant en V du couteau décolle de fins copeaux très entortillés, ce qui va être vraiment idéal pour lancer le feu. Voilà ce que peuvent donner les feather sticks avec le Panabas. Donc vraiment très entortillé et très fin. Donc le tranchant, on n'a aucune difficulté à pénétrer la matière. Comme on a une émouture plate, on ne va pas trop soulever ni trop pénétrer le bois, donc ça va être vraiment idéal pour faire ce genre de travail. Et au niveau de sa position, avec l'aide du finger choil, on va être très proche de la lame, on va être très agréablement placé et on va avoir les cannelures ici qui tombent très bien sous le pouce. Donc pour ce type de travail, cette position avec finger choil est vraiment idéale pour arriver à un travail très satisfaisant qui va nous permettre de démarrer notre feu. Le couteau dispose d'arêtes saillantes qui vont nous permettre de venir frotter le fire steel. On pourrait également se servir des cannelures ici ou d'en bas pour gratter. En tout cas, au niveau des arêtes, aucun souci pour venir le frotter. Pour essayer sur du plus gros bâtonnage, sur une pièce de hêtre que je viens de débiter, je vais venir en coupe à la volée me constituer une massue à l'aide du Panabas.
Je vais maintenant, toujours à l'aide de coupe à la volée, venir tailler un petit peu le bas de la massue pour une meilleure préhension. Ce qui va nous permettre de tester ce genre de coupe. Donc il pourrait s'apparenter à un dégrossissage de sculpture, comme on pourrait le faire avec une hachette. Encore une fois, la prise en main est vraiment pas mal, avec la petite dragonne qui sécurise ici. On va avoir une bonne inertie, un bon confort, et on sent vraiment que le poids au niveau du rebond aide pour ce genre de frappe. On reste quand même assez précis, on peut toujours prendre le couteau un petit peu plus proche également pour venir taper. Donc on a pas mal de possibilités, et pour ces petites frappes, on va se servir des petites cannelures qui sont ici pour sécuriser le pouce. Pour venir fignoler le travail, avec des petits à-coups comme ça, cette fois-ci ce sont ces cannelures ici qui vont être très bien placées et qui vont bien tomber sous le pouce. On va avoir vraiment une très bonne accroche. Le reste des doigts tombe bien dans l'encoche ici. On est vraiment bien placé. Maintenant qu'on a notre massue, le bout de bois à débiter, on va pouvoir y aller, sachant que là on est pas loin de la longueur de la lame au total. Donc on va avoir juste le bout de la lame ici qui va ressortir, avec cette pente ici, voir un petit peu si c'est pas trop gênant pour le gros bâtonnage. Aucun problème pour le départ, s'enfoncer avec les moutures plates. Et ici on va plus du tout avoir d'avantage par rapport à la forme qu'on a vue tout à l'heure, puisqu'elle va être ancrée dans le bois. Donc il va nous rester seulement le bout qui est bien en pente, et ici le début de la lame. Donc le bout ici qui descend a tendance à faire glisser quand même le bâton. Donc si c'est possible, ce serait un petit peu mieux de bâtonner en ayant le manche un petit peu plus bas. Donc pour ça on va pouvoir taper sur le petit talon. Et si on peut maintenir cette position, on va avoir quand même la pointe qui est un peu plus plate pour le bâton. Donc là on a affaire à un bout de hêtre qui est prélevé directement dans la forêt, qui est vraiment vieux, bien sec. Donc on va voir si on peut passer à travers. A priori il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, pas de souci là-dessus, sachant que comme on l'a vu, il vaut mieux avoir des morceaux un peu plus petits pour avoir une meilleure prise au niveau du bout de lame, parce que ce bout de lame qui descend a tendance à quand même à faire glisser le bâton. Ceci mis à part, il n'y a aucun souci au niveau du bâtonnage. On a un couteau qui fait 6 mm d'épaisseur, qui écarte très bien le bois et qui est assez solide pour faire des bâtonnages assez appuyés. Donc pas de souci là-dessus. Maintenant que la section a été bâtonnée en deux, je vais venir encore une fois la refendre, ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'on a une plus grande longueur de lame. Voilà, on arrive à passer à travers sans aucun souci, avec plus d'aisance puisqu'on a plus de place pour taper. Aucun problème sur le bâtonnage. Si vous voulez voir ce que peut donner cet acier sur une pièce très très dure de hêtre, beaucoup plus grosse, je vous invite à voir ma vidéo sur le Fox Parang, qui est constitué exactement de la même façon et dans le même acier. Pour un autre exemple, sur les coupes à la volée, dans le type abattage, je vais essayer de passer à travers de cet arbre mort qui semble être du chêne d'après l'écorce. Sur ce genre de gabarit et de bois bien sec, on est clairement plus sur un travail à faire avec une hache, mais on peut voir que le couteau, après seulement quelques coups, ça en sort vraiment très bien. Aucun dommage au niveau du tranchant, donc on va voir si je peux finir le travail.
Maintenant que le premier côté est bien affaibli, je vais simplement passer de l'autre côté pour terminer le travail. On est vraiment sur une coupe de type H, avec une première encoche ici, une deuxième un peu plus haut de l'autre côté, pour venir faire tomber l'arbre. Évidemment, le travail est assez long, beaucoup plus qu'avec une hache. On peut voir qu'on peut parvenir à bout d'une belle section de bois dur et bien sec. On est très bien placé, on a quand même un grand confort et une très bonne inertie de l'outil. Et surtout, aucun dommage sur le tranchant. Le Panabas est donc un couteau très résistant qui offre une très bonne inertie pour les coupes à la volée. On ne va pas avoir forcément besoin de faire des coupes à plat avec du bâtonnage sur la lame, puisqu'on a justement une très bonne puissance de frappe, donc on va plutôt avoir tendance à faire des coupes à la volée avec ce type de lame. Quoi qu'il arrive, si on avait besoin de bâtonner son dos de lame pour passer à travers des sections posées sur le sol ou sur une souche, il n'y aurait pas de souci, puisque comme on l'a vu, sur le bâtonnage, il se défend vraiment très bien et très costaud, et cette forme va aider à la rétention du bâton. Donc pour les coupes à plat, ça serait encore un avantage. Un couteau qui est donc à l'aise sur les grosses tâches. On a vu également qu'il s'en sortait vraiment très bien sur les feather sticks. On va voir un petit peu ce que peut donner le reste de sa lame et de sa prise en main pour des coupes de couteau plus classiques, de l'écorsage, faire des pointes, pour toutes les coupes plus traditionnelles. Ce couteau a une construction soit traversante complète, c'est-à-dire qu'on va avoir l'ensemble du manche qui est parcouru par l'acier et qui va se terminer ici avec le petit passant pour la dragonne. Et comme le manche est assez fin et la lame assez haute, on va forcément avoir pas mal de poids vers l'avant. Donc contrairement au couteau plus classique où on va avoir le point d'équilibre situé à peu près ici, on va avoir plutôt le point d'équilibre qui va être au niveau de la fin du finger choil et du début du tranchant. Donc avec cet accès vers l'avant, on va être à l'aise sur les coupes à la volée comme on l'a vu. Mais on va quand même pouvoir se servir du couteau pour les coupes plus classiques à l'aide de la prise puissante ou à l'aide de la prise finger choil. On va voir ce que peut donner la prise puissante et classique pour venir passer à travers de cette branche. Donc on aurait vraiment tendance à penser que le couteau va être très désagréable pour ce genre de tâches. En fait, ça ne sera pas le plus confortable des couteaux. Mais en tout cas, c'est assez surprenant. Il est même plus confortable pour ce genre de travail que le parang. On va pouvoir venir se constituer des pointes sans problème. Bien qu'à force sur les coupes assez appuyées, on va avoir ces petites cannelures ici qui risquent d'agresser un petit peu la peau sur la prise. En tout cas, le poids qui est plus axé vers l'avant ne gêne pas pour ce genre de travaux. Et ça va être le même bilan pour venir travailler sur des petits écorçages. Bien qu'il y ait un finger choil, on n'a pas trop tendance à avoir le couteau qui part trop loin, qui vient faire mal au poignet. On a le tranchant qui part relativement tôt. Avec la forme incurvée de la lame, ça ne gêne pas pour ces travaux. Pour tout le reste du manche, au niveau de la prise, on va être bien placé avec l'index qui tombe bien dans l'encoche et le petit doigt pour ma part, qui est des petites mains, qui tombent dans cette encoche-là. Au niveau des arrondis du manche, il n'y a aucun souci, aucune arête saillante qui n'agresse. Et le manche a un toucher qui reste agréable et qui a un bon grip. Du coup, ça va être quand même pas mal pour ce genre de travaux, bien que ce soit quand même un couteau qui est plus fait pour venir donner des frappes. Autre possibilité de prise en main offerte par ce couteau, on va pouvoir venir passer le doigt au niveau du finger choil. Donc là, ça va être pas très efficace et pas agréable du tout de venir faire des coupes puissantes avec la main placée sur le finger choil, tout simplement parce qu'on a très peu de manches dans la main et qu'on va avoir ici les cannelures qui vont très vite agresser au niveau de la peau. Donc ça va être vraiment une prise qui est faite pour avoir le pouce sur le dos de lame. Donc là on a les cannelures qui tombent très bien au niveau du pouce. Et ça va être fait pour les tout petits travaux. Donc par exemple pour faire les feather sticks comme on l'a vu en début de vidéo,
ou venir décoller très peu de matière ici, fignoler une pointe, ou travailler sur un travail avec les pouces qui sont sur le dos de lame, les 2 pouces. À ce niveau-là, on va avoir les cannelures du bout de lame qui vont bien tomber si on veut venir se placer ici. Ou on peut toujours venir dans le creux pour travailler. Donc là, c'est un genre de coupe qui va être très précise. Et le tranchant en V du couteau s'en sort vraiment très bien. Donc on peut faire quelque chose de très très fin. Venir décoller simplement de tout petits copeaux. À l'aide de cette prise avec le finger choil, on va être vraiment très précis malgré le gabarit général assez gros du couteau. Voilà, on peut voir par exemple une pointe ici qu'on viendrait fignoler. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment enlever de très fins copeaux. Donc on peut imaginer faire ça pour d'autres possibilités, pas seulement pour faire des pointes, si on a besoin de travailler précisément sur la lame. La même chose en bout de lame, on va pouvoir venir chercher du travail très fin, en appuyant, sachant que le dos de lame, bien qu'il gratte le fire steel, n'agresse pas du tout la peau, puisqu'on a un bon appui avec ces 6 mm d'épaisseur, et qu'on va pouvoir se servir éventuellement des cannelures. Au niveau des cannelures, n'importe lesquelles que ce soit sur le couteau, on a vraiment une accroche très puissante qui fait limite mal au doigt. Donc sur les cannelures, ne pas trop appuyer ici sur le côté, mais bien à plat, pour éviter des douleurs dans le doigt. En tout cas, on a vraiment une accroche assez impressionnante, des cannelures vraiment efficaces. Pour faire une très brève comparaison entre les cannelures et le finger choil du parang et du panabas, sur le parang, on va avoir des cannelures qui ne sont pas forcément très bien placées. On a souvent tendance à venir poser le pouce à cet endroit-là sur la bosse alors qu'il n'y a pas de cannelure. Sur le panabas, on va avoir des cannelures qui vont beaucoup plus loin. On va être directement bien placé dessus. Donc elles sont un petit peu moins éloignées, mais on a quand même plus tendance à placer le pouce ici lorsqu'on se sert du finger choil que beaucoup plus loin. Donc au niveau du panabas, des cannelures un petit peu mieux placées et surtout un finger choil qui est plus creux, avec une forme un peu plus arrondie, ce qui va être quand même bien intéressant, puisqu'on avait vu sur le parang que ça pouvait être limite dangereux lorsqu'on était ici, puisque le doigt vient presque en contact avec le tranchant. En tout cas, on sent très rapidement l'angle ici du tranchant. On peut voir que le doigt n'a vraiment pas de place. Sur le panabas, on va avoir un finger choil beaucoup plus creux. On va avoir le doigt qui est beaucoup plus loin du tranchant. Donc il est plus protégé. On n'est pas du tout en contact à aucun moment. On peut voir qu'il est plus loin et plus creux. Donc on est quand même un peu plus en sécurité au niveau de la prise du finger choil. Sur le panabas, ici on peut voir que je suis vraiment en contact direct avec le tranchant, ce qui n'est encore une fois pas du tout le cas sur le panabas. Sur sa lame, en émouture plate à 3/4, on va retrouver le nom du modèle Panabas d'un côté, et à l'opposé on retrouve la marque, donc FKMD qui veut dire Fox Knives Military Division, un acier qui est fait en N690CO à Magnago en Italie, et qui porte le nom de FX509. Avec sa lame assez large, on va avoir une très bonne prise en main pour venir prendre la lame ici, même pouvoir poser l'index au bout. Donc on peut imaginer avec sa forme assez arrondie qu'on peut venir très facilement ouvrir des poissons, ou ce que je n'ai jamais fait, venir enlever la peau des animaux pour venir travailler ici. On a une très bonne prise en main. Avec les cannelures qu'on a sur le dos de lame, on va être également bien placé pour venir poser le doigt ici, pour travailler sur de la cuisine, qu'on pourra faire également ici un peu plus loin. Donc c'est une lame qui est très fine au niveau de son émouture. Elle finit sur 6 mm, mais en tout cas le départ est très fin. Un très bon tranchant, donc on va avoir quelque chose de très efficace dans la préparation culinaire. Pour venir par exemple préparer des légumes ou couper de la viande. On va avoir un couteau qui est vraiment très intéressant également pour ce type de travail. Malgré sa forme globale assez arrondie, on va retrouver sur le panabas une pointe qui est vraiment assez saillante, qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour venir faire les creux, pour les pré-trous, pour le feu à l'archer. Au niveau de sa prise en main pour venir faire les pré-trous à l'archer, on va être vraiment très bien placé puisqu'on va avoir le couteau qui tombe très bien en main, avec ici les cannelures qui vont accrocher au niveau de la main ou de l'index.
Donc on sent vraiment que le couteau est bien ancré. On va pouvoir se servir de cette position et de la pointe acérée pour faire le reste. Au niveau de la position, vraiment le couteau ne bouge pas du tout dans la main. Et sa pointe est suffisamment saillante pour venir vraiment bien s'ancrer façon compas à l'intérieur du bois. Et ensuite on va venir tourner avec le tranchant pour pouvoir créer cette petite dépression pour débuter le feu à l'archer. Tellement qu'on a des cannelures efficaces, ça agresse même un petit peu la peau ici. Mais en tout cas le couteau ne bouge absolument pas. Au niveau de son tranchant pour ce type de travail, donc c'est pas le plus efficace pour venir décoller de la matière. On peut voir ici que ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas on peut y parvenir. Aucun souci par contre au niveau vraiment de la sensation de pointe ici, qui s'ancre très très bien dans le bois. Après tous les essais hors caméra et dans ce test, on peut voir que le tranchant du Panabas n'a pas du tout bougé. Il n'y a pas la trace de moindre dent. C'est vraiment toujours parfait. Quand je l'ai reçu, il coupait très facilement les failles. Et assez étrangement, il ne rasait pas les poils. Mais en tout cas, le tranchant est resté. Donc je ne l'ai jamais retouché. Et il coupe toujours vraiment très bien. Il accroche énormément sous le doigt. Et il coupe suffisamment encore le bois, etc. Pas de souci là-dessus. Son revêtement tient également très bien. Même si, comme on le voit plus proche du fil, il est quand même moins costaud que celui du Parang. Voilà ce que donne le couteau dans son étui, une fois qu'on l'a porté à la ceinture. Au niveau du port, c'est agréable, puisque l'ensemble est quand même assez souple, et que le manche ne dépasse pas la ceinture, du coup ça ne va pas toucher ici. Et c'est également légèrement décollé du corps, donc on n'est pas gêné avec un couteau qui serait trop proche ici et qui remonterait trop haut, donc ça c'est un bon point. Ensuite au niveau des balancements, donc ça n'a pas trop tendance à balancer, personnellement ça ne me gêne pas. Mais s'il y a des personnes que ça gêne, c'est pour ça qu'il y a la petite dragonne à mettre ici, autour de la cuisse, que je fais personnellement jamais, puisque j'aime pas trop avoir la cuisse serrée. Mais ça peut être pratique pour les personnes qui ne veulent pas du tout que le couteau bouge. Ensuite, pour venir le prendre, ça va être très simple. On va venir enlever les deux pressions. Donc la première qui va libérer le manche. D'ailleurs, on peut le porter comme ça également, mais ça a tendance un petit peu à bouger. Si on ne l'attache pas à la cuisse, ça va être impossible. Avec l'attache à la cuisse, ça va être possible avec le couteau qui est vraiment très décollé du corps. En tout cas, pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre la dragonne en bas, il va être impératif de mettre la petite attache au niveau du manche. Ensuite, on va venir déclipser la deuxième pression pour pouvoir sortir le couteau. Donc rien d'embêtant là-dessus, ça sort très bien. Pour le reposer pareil, on va le repousser. Avec une seule main, on va pouvoir venir clipser ici. Le seul problème, ça va être pour clipser la partie au niveau du manche, ça va être très difficile, donc ça va être impossible de le faire avec une seule main. Tout simplement parce que le manche ne reste pas trop en place, parce que l'étui bouge. Et surtout, parce qu'on a ici le bout de tissu qui est quand même assez court. Du coup, même avec les deux mains, c'est quand même assez difficile de venir fermer la pression. Il faut vraiment tirer très fort dessus, encore c'est pas évident. Pour venir la fermer ici. Donc si on veut s'en servir que d'une seule main, ça va être vraiment très facile avec une seule main pour l'ouvrir. Venir prendre le couteau, pour le reposer dans l'étui, pour refermer la pression du bas. Mais par contre pour la pression du haut, à moins que vraiment le tissu finisse par vraiment se détendre. Mais pour le moment en tout cas, c'est tout bonnement impossible de le faire à une main. Et assez difficile à deux, même si ça se fait. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un couteau qui ne gêne pas. On ne sent pas le poids à la ceinture. Il n'y a pas trop de balancement et de toute manière on peut enlever ce balancement à l'aide de la petite dragonne comme on l'a vu avant. Donc au niveau du port, c'est un couteau qui reste vraiment très très agréable. Si pour diverses raisons nous avons besoin d'enlever le couteau et son étui, mais pas le passant ici, on va pouvoir le faire à l'aide du clip qu'il y a derrière. Donc en fait tout simplement on va enlever la pression qui maintient le manche, on va déclipser, on se retrouve avec le couteau et l'étui et le passant qui reste accroché à la ceinture. Pour le remettre, tout simplement l'inverse, je clip et je remets ici mon petit passant. Toujours pareil, pour des raisons diverses, si on a besoin de venir enlever la totalité de l'étui et du couteau assez rapidement, on va pouvoir tirer sur le scratch pour enlever l'ensemble.
Par contre, ce scratch là ne va pas permettre une mise en place très simple du couteau, puisqu'il va falloir passer à l'intérieur ici, repasser par dessus pour venir le fermer. Donc ça va pas être très évident. Par contre, on va pouvoir venir l'enlever ici et surtout venir facilement le placer sur un pactage ici, en imaginant qu'on ait une lanière dans ce sens là. On va tout simplement venir passer ici le scratch pour avoir le couteau déjà placé sur le sac sans avoir à se servir des passants mollis. Voilà, ici sur mon sac, imaginons que j'ai déjà tout mon pactage de fait, que le sac est bien gonflé, que j'ai réglé mes sangles, que j'ai pas envie de venir ouvrir ici. Je viens juste enlever mon scratch, je passe dessous et le couteau est accroché. Au niveau de sa rétention, avec le clip ici, il n'y a aucun souci, le couteau ne bouge pas. On ne peut pas aller bien loin de toute façon puisqu'il est maintenu ici. Par contre, si on enlève cette petite attache au niveau du manche, on va avoir un couteau qui est quand même pas très sécurisé dedans. C'est la moindre petite secousse, il y a quasiment tout le couteau qui sort, qui est retenu un petit peu ici par les cannelures, mais en forçant un peu, je pense qu'on pourrait même passer à travers. Donc c'est un port qui est de toute façon fait pour être tête en haut, mais si on venait accrocher le sac avec les passants mollis tête en bas, c'est quand même assez dangereux, puisqu'il sort quasiment en entier, on risque évidemment de venir se couper. Vu la forme rebondie de la lame ici, l'étui va être fabriqué un petit peu dans l'esprit plus machette ou gros outil. Donc on ne va pas simplement venir le pousser à l'intérieur, puisqu'on voit ici que la bosse dépasse. En fait, c'est un étui qui est ouvert sur le côté. On va pouvoir enlever le couteau de cette façon. En ce qui concerne son étui, on va être sur 3 parties distinctes. Donc l'étui en lui-même, pour vraiment venir y placer le couteau. Ensuite ici on voit qu'on a une boucle sur laquelle on va placer cet objet qui va venir constituer le passant ceinture. Puis enfin une pochette qui contient un kit. Donc ce kit, comme on l'a vu en introduction, n'est pas le kit d'origine. C'est un kit BCB qui est disponible à part de ce couteau. La pochette et l'étui sont constitués de nylon. Et on peut voir au dos de la sacoche qu'il y a des passants mollis. Donc évidemment ça peut être fait pour placer sur un sac à dos ou tout autre objet qui a des passants mollis. Mais ça peut être également placé sur le devant de l'étui du couteau. Donc c'est pas quelque chose que je ferais à titre personnel parce que ça fait quand même un gros kit. J'aurais plutôt tendance à placer la pochette sur le sac ou à la ceinture. En tout cas c'est possible ici. Et au dos de l'étui on va retrouver également le passant molli pour pouvoir le placer sur le sac, etc. comme on l'a vu pour la sacoche. Pour les kits qui sont avec les sacoches, encore une fois je rappelle que celui-ci n'est pas le kit d'origine. Le kit d'origine c'est celui-ci qu'on peut voir dans ma vidéo du Fox Parang. Donc la différence qu'on va avoir c'est tout simplement du matériel de meilleure qualité dans celui-ci que dans celui-là. Donc ici on a vraiment du matériel très bas de gamme. Donc on voit tout de suite la mauvaise qualité. Dans celui-ci on va avoir du matériel déjà plus robuste. Sachant que la boîte ici se ferme et est étanche, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là on avait une sorte de scotch qui entourait la boîte pour la fermer, ce qui la rendait étanche. Mais évidemment lorsqu'on l'enlève, ça n'est plus étanche du tout, ça a même du mal à tenir, d'où le petit élastique qui est fourni. Au niveau du contenu, ça va être un petit peu similaire, comme je vous l'ai dit, avec une différence de qualité. On va avoir un miroir à l'intérieur, sur les deux, des allumettes étanches, des petits kits de pêche, un petit kit de couture. Dans celle-ci, on va avoir 2 préservatifs, qui ne sont pas faits pour passer du bon temps en forêt en bonne compagnie, mais pour mettre de l'eau à l'intérieur. Donc c'est quelque part une sorte de poche qui va être faite pour le transport de l'eau. Donc ils ne sont pas lubrifiés, ce qui fait qu'on va pouvoir quand même se servir de l'eau. On va voir, comme dans l'autre, une scie. Un petit peu les mêmes éléments, un peu de fil pour faire des pièges, une bougie et un fire steel. Donc on peut voir ici, par exemple au niveau de l'épaisseur du produit, etc., que ça n'a absolument rien à voir entre les deux. Donc celui-ci je l'avais frotté, je ne faisais aucune étincelle. Voilà, ici ça crache plutôt pas mal. Donc voilà la principale différence entre ces deux kits, ça va être la qualité du matériel qu'il y a à l'intérieur. Dernière petite différence entre les deux kits que je ne vais pas détailler, on peut voir la qualité au niveau du petit couteau qui est fourni, donc ici sur le kit d'origine et ici sur le kit BCB. Donc ici on a un lock back
qui tranche. Tandis que là on va avoir un petit couteau à la lame vraiment minuscule qui a plus l'air d'être en plastique qu'autre chose et qui n'accroche absolument pas le doigt. Donc voilà, ça illustre bien la qualité générale des deux boîtes. On va voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre les allumettes qui sont fournies, qui sont censées être étanches. Donc en marron le kit BCB et en jaune le kit d'origine, donc avec leur propre grattoir. Je vais commencer par celle de BCB, que je vais d'abord un petit peu mouiller dans la neige. Ensuite je l'allumerai puis je la remettrai dans la neige pour voir si elle repart. Voilà, elle peut repartir après avoir été mouillée dans l'eau, dans la neige brièvement. Elle s'est enflammée sans difficulté. Donc ce ne sont pas des tests poussés, mais pour voir un petit peu la différence grossière qu'il y a, à voir un petit peu avec celle-ci. Donc elle s'allume. Mais elle ne repartira jamais. Voilà, pour résumer très clairement, je trouve que le contenu est vraiment meilleur dans cette boîte, même si la boîte en elle-même est mieux sur la version d'origine. Un gros avantage de l'acier N690 CO, c'est que le couteau ne rouillera pas si on le laisse traîner dans la neige ou dans l'eau. Donc aucun souci pour les périodes hivernales ici, ou pour les personnes qui habitent plus près de la mer. Au final, même si cette vidéo n'avait pas de vocation comparative entre le Parang et le Panabas, on peut voir quand même qu'ils ont beaucoup de points communs avec leur longueur générale ou le manche par exemple. On va avoir quelques différences quand même, quelques atouts. Je trouve que l'étui et le revêtement du Parang sont bien meilleurs que ceux du Panabas. Par contre au niveau du Panabas, on va avoir un finger choil plus approfondi qui va être beaucoup plus agréable pour les coupes, un petit peu plus de puissance pour les coupes à la volée ici, une forme vraiment très intéressante. Donc c'est un couteau qui au final est beaucoup moins connu que le Parang, mais qui en tout cas est vraiment au moins son égal, voire un petit peu au-dessus, au niveau du confort, surtout pour les grosses tâches. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous servir si vous aviez des choix à faire. Merci et à bientôt.